Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! Aujourd'hui à Fanball, je reviens sur cette première semaine de la NFL. Enfin, on a le retour du football, des matchs de saison régulière de la NFL. Je vous propose également quelques joueurs qu'on peut déjà aller chercher dans votre fantasy football pour peut-être corriger le tir après une semaine décevante ou une semaine remplie de surprises. Et également, je vous propose déjà 3 équipes à mettre un peu d'argent dessus là, avec des duels avantageux pour la semaine numéro 2. Tout ça à l'émission Fanball. Merci d'avoir choisi Fanball pour un autre épisode cette semaine. Enfin, on a du football de la NFL. Le calendrier de la NFL est commencé. Donc, on a un peu d'analyse à se mettre sous la dent et pas juste des matchs pré-saison, du vrai football qui compte. Et j'ai noté quelques matchs là, qui ont retenu mon attention. On va commencer avec le match du jeudi soir là, qui était entre les Ravens et les Chiefs de Kansas City. Et on voit vraiment que c'est deux équipes qui font partie de l'élite. Pourquoi? Si on regarde le match du jeudi à comparer au match du dimanche, le match du jeudi était beaucoup plus rapide. Les gars étaient plus physiques, c'était spectaculaire. On a eu des jeux et une partie là, vraiment là, très intéressante. Et ça s'est fini de la meilleure des façons avec un toucher qui a finalement été renversé là, en raison d'un orteil qui dépensait sur la ligne à la fin du match. Donc vraiment, c'était très spectaculaire entre les Ravens et les Chiefs. Ce ne sera pas la seule fois de la saison que ces deux équipes vont s'affronter. Assurément, là, ils risquent de se recroiser lorsqu'on va arriver en éliminatoire entre les Chiefs et les Ravens. Et pourquoi pas, c'est le début d'une rivalité. On sait qu'après certains jeux, c'était peut-être un peu plus baveux. Après le match, on a eu la déclaration choc de Likely qui disait « J'espère que pour les Chiefs, c'était pas le meilleur football qu'on pouvait jouer parce que si c'est le cas, on ne sera pas capable de répéter l'exploit d'un 3e Super Bowl de suite. » À l'inverse, Patrick Mahomes a mentionné « J'espère que Likely va porter des crampons blancs la prochaine fois s'il veut s'en tirer avec des touchés comme le dernier jeu du match. » Donc vraiment, là, on a un petit peu un début de rivalité. Déjà qu'on on s'était croisé le fer là, la saison dernière entre les Ravens et les Chiefs. Les Ravens qui étaient favoris, finalement on avait changé un peu le système de jeu. On avait commencé à courir, à lancer le ballon au lieu de courir. Et les Chiefs étaient sortis vainqueurs. Encore une fois, cette semaine, j'ai l'impression qu'on a commencé à courir avec le ballon avec Derrick Henry. Oui, c'était pas des gains incroyables en premier essai ou en deuxième essai de la part du King Henry, mais on a quand même fait un toucher sur la première séquence et par la suite, on a déjà commencé à s'ajuster et commencé à faire un système un peu plus sur la passe, axé sur la passe. Et on sait que Lamar Jackson est bon, mais c'est pas le meilleur au niveau de son bras. Et ça finit par rattraper les Ravens, je crois, même si les Chiefs ont joué un match vraiment là, d'un très bon calibre. Je pense que les Chiefs ont montré encore une fois que c'est l'équipe à battre. Contrairement à l'année dernière où on disait que les Chiefs étaient peut-être un peu plus vulnérables, cette année, c'est de loin là, l'une des meilleures formations. Je me suis laissé quelques notes là, des matchs en fin de semaine. L'autre duel que j'ai surveillé, entre autres, c'est entre les Bills et les Cards. Sais-tu moi où Josh Allen est tout simplement trop fort pour cette ligue? On dirait que si il décide de remporter un match, tassez-vous de là, il va aller chercher ce match. Que ce soit avec ses jambes, avec son bras. Contre les Cards, il a fait un toucher là, au sol spectaculaire. Je pense qu'il y avait 3 joueurs d'Arizona qui essayaient de le ralentir et finalement a décidé de sauter par-dessus tout le monde pour aller chercher le majeur. Donc Josh Allen, il est vraiment dans une classe à part. Selon moi, c'est le 2e meilleur corps arrière de la NFL derrière Patrick Mahomes. Donc, j'ai trouvé ça quand même intéressant comme match, les Bills et les Cards. On sent que les Bills, c'est pas nécessairement la meilleure équipe, la meilleure édition de Buffalo depuis les dernières années. Mais si Josh Allen décide de remporter la rencontre,
ben c'est plate, mais ça va être une victoire des Bills. C'est ce qui est arrivé contre les Cards. Les Cards jouent quand même un bon match. C'est une équipe qui va aller chercher, travailler chaque point. Et finalement, après même avoir une avance de deux possessions, on s'est fait rattraper par les Bills et on s'est incliné 34-28 contre la formation de Buffalo. Seule formation qui joue dans l'État de New York. En parlant de New York, il y avait le match des Giants. Match des Giants qui avait l'uniforme du CH, on pourrait dire, un uniforme qui ressemble beaucoup au Canadien de Montréal. Et c'était dégueulasse. Daniel Jones est tout simplement pas de taille pour un corps arrière partant de la NFL. Il y avait une statistique qui était super intéressante. Je vais essayer de vous la trouver rapidement là, sur mon cellulaire, mais c'était une statistique du genre... Bon, et je l'ai exactement ici, la statistique. Depuis sa signature de son contrat, le controversé de 4 ans, 160 millions, Daniel Jones a lancé plus de touchés à l'autre formation qu'à sa propre formation. Donc, il a lancé plus d'interceptions où l'autre équipe a réussi à ramener le ballon dans la zone des buts que lui a lancé de toucher à sa propre formation. C'est incroyable. C'est pas nécessairement des interceptions. C'est pas comme s'il y avait un ratio de une passe de toucher pour une interception. Il y a un ratio de moins d'une passe de toucher par passe interceptée, ramenée dans la zone des buts. Donc, c'est tout simplement lorsque Daniel Jones est sur le terrain, il a plus de chances que l'autre équipe fasse des touchés que sa propre équipe. C'est absurde comme statistique. J'ai jamais vu ça. Ça vous montre que ce corps arrière-là, même s'il a montré quelques flashs dans les dernières années, que ce soit avec ses jambes ou avec son bras, il n'est pas de calibre NFL. Point à la ligne. C'est tout, c'est ça. Je ne comprends toujours pas pourquoi les Giants s'entêtent à le faire jouer des matchs. Moi, sérieusement, je mettrais un autre joueur, n'importe quel. Le troisième corps arrière, un deuxième porteur de ballon à la place. Je pense que l'année passée, il y a 2 ans, on a ri des 49ers qui avaient fait partir Christian McCaffrey à la position de corps arrière. Ça aurait été mieux. T'sais, si on regarde juste Saquon Barkley, l'ancien des Giants, il a joué toute une performance avec les Eagles de Philadelphie à la semaine numéro 1. Je comprends toujours pas pourquoi on a laissé partir Saquon Barkley pour donner un peu plus d'argent à notre corps arrière. C'est complètement ridicule. Parlant de corps arrière qui ont signé de gros contrats et que peut-être l'équipe va le regretter, Dak Prescott, 60 millions par saison pour les 4 prochaines années. Donc, un contrat d'une valeur de 240 millions. C'est 5 millions de plus que le plus haut contrat précédent là, pour les corps arrière. Donc, il est vraiment, là, selon les corps arrière, selon les contrats accordés au corps arrière, dans une classe à part. Et pourtant, vous connaissez mon opinion sur Dak Prescott. Il est un corps arrière de milieu de classement. Je peux sonner sévère lorsque je mentionne ça, mais rapidement, là, si on enlève Mahomes, on enlève Josh Allen, Justin Herbert, Lamar Jackson, Joe Burrow, Aaron Rodgers, Matthew Stafford, Kyler Murray, ça commence, CJ Stroud, Trevor Lawrence, il commence à avoir de moins en moins de corps arrière là, qui dépensent là, Dak Prescott. Donc, et là, on vient de se limiter au niveau du contrat. On vient de donner une somme très importante à CeeDee Lamb, c'est normal. Un genre de 34 millions par saison. Et là, Dak Prescott, 60 millions. Ça veut dire qu'à 2 joueurs, on a plus de 90 millions. Les salaires, plafond salarial, c'est 260. Donc, c'est presque 40% du plafond salarial qu'on a donné à 2 joueurs. Il nous reste 51 joueurs à signer. Je comprends qu'on voulait acheter la paix avec ce contrat. Je comprends que le propriétaire Jones est très fier de donner des gros contrats à ses joueurs vedettes pour montrer que les Cowboys sont forts. On n'a pas peur de donner de l'argent à nos joueurs vedettes. Mais c'est pour ça qu'à chaque année, les Cowboys ne réussissent pas à remporter un Super Bowl parce que lorsqu'on arrive contre d'autres bonnes formations, des formations élites,
ben les autres formations ont toujours 1 ou 2 ou même 3 joueurs élites de plus que les Cowboys. Et Dak Prescott ne peut pas surmonter un désavantage numérique comme ça. On affronte les 49ers. Ils ont tellement d'armes autour de Brock Purdy. Et est-ce que Dak Prescott est à un point tel qui est meilleur que Brock Purdy? J'en connais juste un qui a réussi à le faire, c'est Patrick Mahomes avec les Chiefs, qui avait l'année passée pas mal moins d'armes. Et ça s'est décidé au Super Bowl par une possession parce que Patrick Mahomes a encore une fois sorti un lapin de son chapeau. Mais sinon, le football, ça se joue en équipe. Et même si on a un corps arrière élite, s'il est tout seul sur le terrain, à moins que ça soit une bébite comme Josh Allen, on finit toujours à court. Et même avec une bébite comme Josh Allen, dans les dernières années, on est arrivé à court contre Patrick Mahomes et compagnie. Bon, voilà, c'était ma petite parenthèse sur les corps arrière et les contrats accordés à ceux-ci. Sinon, les deux autres matchs que j'avais, en vrai, j'avais le match des Giants qui avaient perdu là, 28-6 contre les Vikings. Les Vikings, il y en a plusieurs qui mettaient dernier là, dans la position, dans la division. Je crois même que j'avais fait la même prédiction. C'est pas parce qu'on n'aime pas les Vikings. C'est une bonne équipe. Sam Darnold a montré encore une fois qu'il avait du potentiel, a joué un bon match. Moi, je signerais un Sam Darnold à 10 millions avant un Daniel Jones à 40, dans le sens que c'est presque du pareil au même. Puis je crois même que le plafond de Darnold est plus élevé que le plafond de Daniel Jones. Donc, ça peut même être gagnant pour les Vikings. Et le dernier match, c'est Dolphins-Jaguars sur ma feuille. Parce que c'était un match serré. Les Dolphins se sont comme réveillés à la dernière minute. On aurait pu se faire surprendre. Si c'était pas une interception en fin de match, on aurait pu perdre le match. Donc 20-17 contre la gang à Trevor Lawrence. Ça montre deux choses. C'est que les Dolphins, c'est une équipe spectaculaire, mais on doit commencer quand même à temps. Là. On ne peut pas se permettre de trop jouer un peu plus mollo en début de match quand on va affronter des grosses formations. Puis pour les Jaguars, tout le monde voit les Texans, finir premier. Les Jaguars, c'est pas une mauvaise équipe, pantoute. C'était la meilleure formation dans cette division avant la blessure de Trevor Lawrence l'année dernière. Ça peut surprendre encore. Et justement, dans les Jaguars de Jacksonville, il y a quelques joueurs intéressants au niveau fantasy football, dont le receveur Brian Thomas. D'ailleurs, je fais une transition. Quel joueur aller chercher pour votre deuxième semaine d'activité dans les agents libres au niveau des fantasy football? On va commencer par la position de receveur de passe. Brian Thomas est quand même disponible dans plusieurs ligues, surtout les ligues à 8 ou à 10 équipes. Dans les ligues à 12 équipes, on est allé le chercher un peu plus tôt, mais à 8 à 10 équipes, il est disponible. Ça semble être le joueur qui a vraiment remplacé Calvin Ridley avec Jacksonville. Donc, ça peut être un très bon joueur. Sinon, il y a Alan Lazard, qui est receveur des Jets. On le connaît parce qu'il a joué avec Aaron Rodgers, avec les Packers. Et là, on semble déjà avoir une petite chimie. On sait que le cercle de Aaron Rodgers au niveau des receveurs de passe est très difficile à percer. Avec les Packers, lorsqu'on a eu le départ de Davante Adams, Aaron Rodgers s'est retrouvé avec plusieurs jeunes à la position de receveur de passe. Et c'était difficile à percer la carapace d'Aaron Rodgers, à créer une chimie. Alan Lazard l'a déjà à New York. Peut-être que ça peut être intéressant là, au niveau de ses points. J'ai aimé qu'on a lancé plusieurs fois le ballon à Lazard. On n'a pas seulement visé Lazard lorsqu'on arrivait près de la zone début, même si c'est une zone très payante au niveau des fantasy football. Donc, j'ai l'impression qu'il part avec une longueur d'avance à comparer à un Mike Williams. Je sais que j'ai déjà dit son nom, Mike Williams, dans d'autres podcasts. Je pensais qu'il serait une cible intéressante à la porte des buts. On semble favoriser Lazard pour le moment. Sinon, pour les porteurs de ballon, j'en ai noté 3. Jordan Mason, naturellement, le porteur de ballon des 49ers. Si Christian McCaffrey ne joue pas, vous avez un emplacement de plus, allez le chercher. S'il n'est pas déjà
dans une équipe parce qu'il y a un directeur général qui a décidé d'aller le chercher rapidement là, en voyant la blessure de Christian McCaffrey. Sinon, ça peut être un atout intéressant. J'ai noté Matheson et Bigsby, sinon, c'est deux porteurs de ballon qui se ressemblent dans leur rôle. Donc, pour l'instant, sont comme classés numéro 2, mais ont plusieurs occasions de se faire valoir avec des jeux de course. Matheson vole beaucoup de répétitions à Zemir des Raiders, qui fait en sorte que c'est plate pour les propriétaires des porteurs de ballon des Raiders parce qu'on ne sait pas quel partir, mais si vous jouez dans une ligue de 12 et vous avez besoin de profondeur à la position de porteur de ballon, Matheson, ça peut peut-être être une option. On ne sait jamais avec une blessure ou ça peut venir brouiller les cartes. Sinon, il y a Bigsby des Jaguars de Jacksonville. On pensait que Travis Etienne aurait 90% des occasions avec l'attaque de Jacksonville. Finalement, on s'est rendu compte que Bigsby est utilisé. Par contre, lorsqu'on arrive dans la zone payante, on se retourne avec Travis Etienne. Donc, c'est sûr qu'on parle de porteurs de ballon qui, pour l'instant, j'irais peut-être chercher et les laisser sur mon banc. On ne sait jamais s'il y a une blessure ou on voit de plus en plus une semaine s'il n'y a pas un porteur de ballon qui prend l'emplacement de porteur numéro 1 de l'équipe, ben ça peut être intéressant. Et il ne faut pas oublier que là, pour l'instant, Kenneth Walker avec les Seahawks semble être blessé à l'abdomen, questionable pour la semaine prochaine. Il va sûrement jouer, mais si Charbonnet est encore disponible dans votre ligue à 8 équipes environ, ou 10 équipes, allez chercher parce qu'on sait que dans l'ADN des Seahawks, on a toujours aimé courir avec le ballon. Et Walker a connu un match incroyable. Et Charbonnet a quand même eu des bonnes statistiques. Donc, si on a un porteur de ballon qui, à la dernière minute, décide de ne pas jouer, ça peut être très payant pour votre fantasy football. Parlons des corps arrière. J'ai repêché Deshaun Watson avec mon dernier choix parce que je me disais tout d'un coup qu'on revoit le Deshaun Watson d'il y a 5 ans. Finalement, c'est Baker Mayfield qui est le meilleur corps arrière jusqu'à maintenant là, dans les agents libres. C'est drôle parce qu'on a fait on a pris la décision là, pour Cleveland de prendre Baker Mayfield, de prendre Deshaun Watson au lieu de Baker Mayfield. Et même pour nous, là, en tant que directeur généraux, on semble avoir la même décision à prendre dans les prochains jours, d'échanger Deshaun Watson et d'aller chercher Baker Mayfield. Je crois que c'est un geste qui est assez sécuritaire dans le sens que Baker Mayfield, un peu comme un Jared Goff, ça va aller te chercher quelques points à chaque semaine. Ça ne te mettra pas nécessairement dans l'embarras ou dans une mauvaise posture. On a toujours Mike Williams, on a Godwin, on a des bonnes cibles au niveau des passes. Rashid Wright est capable d'attraper... pas Rashid Wright. Rashid Wright est capable d'attraper des ballons, donc comme à la position de porteur de ballon. Donc, on peut toujours avoir un touché, 2 touchés par semaine. On irait chercher 16, 18, 20 points. Ça serait très bien. Là. Je pense pas qu'il va réussir à remettre un 29 points fantasy ou un 30 points fantasy une autre semaine. En tout cas, pas pour l'instant, mais si vous étiez un génie qui a fait partir Baker Mayfield cette semaine dans votre formation partante, vous avez fait tout un coup. Là, je pense qu'il n'y a pas personne qui aurait pu prévoir et prédire cette performance de la part du corps arrière des Buccaneers. Et je termine avec les alliés rapprochés. Je pense sans surprise Isaiah Likely. On pensait tous que c'était Mark Andrews qui aurait été le tight end numéro 1 des Ravens. Finalement, on se rend compte que pendant la saison dernière, lorsqu'Andrews était blessé, il y a vraiment eu une chimie entre Lamar Jackson et Likely qui s'est formée. Un peu comme la chimie qu'on aurait pu retrouver là, qu'on a retrouvé là, avec Andrews et Lamar Jackson en début de carrière. Là, ça semble être plus vers Likely. Plus rapide comme elle est rapprochée, semble avoir des mains sécures contrairement à d'autres. Donc vraiment, ça peut être tout un atout là, pour les alliés rapprochés. Si vous êtes capable d'aller chercher, j'ai l'impression que tout le monde va vouloir aller chercher. Sinon, Monroe avec les Saints, qui peut être une bonne solution de rechange.
Mais si vous avez perdu votre première semaine et dépendamment de comment ça fonctionne avec vos fantasy football, vous avez peut-être le premier choix aux agents libres. J'irai sécuriser Likely le plus vite possible pour aller chercher un allié rapproché de taille. Même si vous l'avez à une autre, vous avez déjà un Sam Laporta ou un Travis Kelce, vous dites, ça sert à rien d'avoir un deuxième allié rapproché. Allez le chercher comme ça enlève des munitions à votre adversaire. Et pourquoi pas par la suite, s'il connaît une deuxième bonne semaine, vous prendrez la décision si vous n'échangez un ou l'autre entre Likely ou un autre allié rapproché pour aller vous renforcer à des positions comme corps arrière, comme porteur de ballon si vous n'avez pas beaucoup d'options sur votre banc. Donc vraiment, je pense que ça pourrait être la meilleure des solutions pour votre fantasy football. Je termine cette semaine en vous parlant de la semaine numéro 2 et quelques match-ups que je trouvais intéressants. Je vois déjà un peu les prédictions sur les sites de mise. Comme à Vegas, mise au jeu ici, ou Bet99 qu'on voit qui sont populaires au Québec et dans le Canada français. Donc, je suis allé avec je pense que la mise la plus sécuritaire, c'est Titans Jets avec une cote de 3.5 au niveau du différentiel, le fameux spread en faveur des Titans. Donc, moi, je mettrais un peu d'argent sur les Jets de New York, même si on doit combler un écart de points de 3.5. Je pense qu'on l'a montré contre les 49ers. On est capable de marquer des touchés. C'était peut-être un peu plus difficile, mais on affrontait la meilleure défensive de la Ligue et on affrontait une des meilleures attaques de la Ligue. Et on ne s'est pas nécessairement fait surclasser. Oui, c'était plus difficile, mais c'était le premier match d'Aaron Rodgers depuis ses 4 jeux l'année dernière. Donc, c'était un peu normal que ça soit un peu plus compliqué. C'était pas un début de calendrier facile pour les Jets. Et je comprends qu'il y a certains médias à New York qui sont déjà révoltés, qui pensent que les Jets, ça va être une autre saison de misère. On se calme. Les Jets vont remporter leur match contre les Titans. La différence, c'est est-ce que ça va être par 2-3 points ou ça va être par 7 points ou ça va être par 12 points. Moi, j'ai l'impression que ça va être par un touché. Donc, je prendrai les Jets malgré l'écart de points de 3.5 qu'on doit remonter. En plus, on joue à domicile. C'est le retour d'Aaron Rodgers. On se rappelle quand il était arrivé là, avec le drapeau américain sur le terrain. Il y a une certaine énergie. Il y a eu déjà une chimie avec Allen Lazard. On a Breece Hall qui va assurément avoir beaucoup plus d'espace sur le terrain là, contre la défensive des Titans que contre une défensive des 49ers. Donc, tout joue en faveur des Jets. Et ça va être une victoire assez facile, je vous dirais, des Jets de New York contre les Titans. L'autre match que j'ai encerclé sur ma liste, Falcons-Eagles. Je pense que les Falcons vont pas nécessairement remporter le match, mais on a un écart de points de 6.5 avec le spread. Je pense que ça va être difficile de gagner par plus de 7 points là, contre les Falcons. Ça reste une bonne équipe. Donc, même si je pense que les Eagles vont remporter la rencontre, je prendrais quand même les Falcons en raison des points. En plus, on est à domicile. On joue à l'intérieur. On sait que Kirk Cousins à domicile. Pas un match qui est prime time. Il est toujours bon, efficace. On a vu que Kyle Pitts est un autre Kyle Pitts cette saison. Donc, je pense que les Eagles vont peut-être gagner par 2-3 points, mais définitivement pas par 7. Donc ça, c'était mon autre prédiction. Et je termine pour une autre prédiction un peu plus facile. C'est Patriots à Seattle contre les Seahawks. Les Seahawks ont une cote en défaveur de 3 points. Mais même si j'ai mis mon chandail des Pats qui montre que les Pats ont surpris les Bengals lors de la première semaine d'activité, il n'y a aucune chance que les Pats enlignent 2, 3, 4 victoires de suite. Là. On sait que les Pats vont se retrouver dans le bas fond du classement. On a réussi à créer une surprise pour la semaine numéro 1. Est-ce que ça sera le cas pour la semaine numéro 2? J'en doute fort bien. Donc, c'est pour cette raison que j'ai mis les Seahawks. On joue à domicile. On est intimidant là, à Seattle. Et on a joué un très bon match lors de la semaine numéro 1 pour les Seahawks. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable d'inscrire 3 points de plus que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, voilà, c'était mes 3 prédictions
je vous dirais dans les matchs que je suis le plus à l'aise de mettre de faire un petit pari, que ça peut être entre collègues ou via quelques sites internet. Je vous recommande pas là, de passer de mettre vos économies là, entières là, dans ces paris. Mais si vous voulez dynamiser un peu votre week-end et vous savez qu'à la maison dimanche, vous allez être devant la télé, peut-être un petit 2-5$, ça peut être intéressant là, pour dynamiser le tout. Bon, voilà, c'est mes prédictions pour la semaine prochaine. J'espère que ça vous a aidé pour le Fantasy Football. J'espère surtout qu'il va y avoir une meilleure semaine de certains joueurs vedettes. On peut penser à Marvin Harrison Jr., on peut penser à Amara St. Brown qui m'a coûté une victoire là, dans un des pools. Je ne sais pas le début de saison souhaité, une victoire dans mes 4 pools seulement. Je pense que dès la semaine numéro 2, on va être capable de corriger le pot dans la situation. D'ailleurs, je fais un fantasy football à mon travail et c'est Gabriel qui m'a, mon adjoint là, pour le balado Fanball, qui m'a dépassé de seulement quelques points, là, 132 à 129 en mode PPR. Donc, on s'est tiré la pipe un peu là, pendant toute la semaine et finalement, il m'a battu là, en raison de son Garrett Wilson qui a fait un peu plus de points que mon Amara St. Brown qui avait été décevant. C'était très intéressant, mais on verra si on va être capable de rebondir et de se retourner vers une séquence de victoire. Merci d'avoir écouté l'épisode Fanball. C'était déjà là, l'épisode numéro 7, je crois, là, de la saison. N'oubliez pas, cette année, nouveauté, on est sur Instagram, on est maintenant sur TikTok aussi, on est YouTube en version vidéo. N'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime sur les publications. C'est vraiment notre pain et notre beurre là, pour nous remercier dans le balado. On met beaucoup d'efforts pour vous rendre le produit le plus intéressant possible. On fait ça entièrement gratuitement en échange de un j'aime, un partage. Ça fait toute la différence. On voit par la suite déjà des résultats sur le nombre de vues. Nos publications sont de plus en plus populaires, donc c'est vraiment très apprécié. Si vous pouvez continuer à le faire, là, de cliquer j'aime, de partager, de vous abonner à nos pages, que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube, ça fait vraiment beaucoup de bien pour notre balado. Donc voilà ce qui complète l'émission. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, bon football.